Merci. Merci de rester dans cet amphithéâtre surchauffé pour la deuxième partie de cette session sur des voies de l'économie sur l'Europe. Thème pas tout à fait choisi au hasard, bien évidemment. Je ne sais pas, peut-être que la plupart des personnes qui étaient là, qui sont là, pardon, étaient déjà là à la première session. Nous, on va plutôt se polariser sur les réformes et les politiques à mener et celles avec lesquelles il faut rompre. Donc, on va être autour de l'idée de faut-il faire table rase et recommencer à zéro, rebooter tout, ou est-ce qu'il y a des choses à conserver dans ce qu'on a pu faire jusqu'ici, dans cette politique européenne, dans ces politiques européennes, et qu'est-ce qu'il y a de nouveau à imaginer. Pour cela, on va continuer avec les autres think tanks qui participent à ce partenariat des voies de l'économie. Et nous avons Olivier Babot de la Fondation Concorde, qui est quelque part par là au bout. Voilà. Jérôme Guibert à côté de moi de la Fabrique écologique. Vincent Charlet de la Fabrique de l'industrie. Françoise Benamou du Cercle des économistes. Emmanuel Gessua de CE Rexecode, un peu plus loin. Erel Thévenon-Poulenec de l'Institut de l'entreprise. Et nous aurons tout à l'heure Guillaume Anzo des GRAC, et qui, en attendant, est remplacé par Bernard Spitz. Voilà, donc on va commencer tout de suite parce qu'on a très peu de temps. Comme vous savez, la formule est toujours d'avoir très peu de temps. Et pour commencer, il y aura, comme traditionnellement aux rencontres de l'économie, une question d'un étudiant, donc Augustin Tauflib d'HEC, Université Paris 1 et ENS, qui va poser une question à laquelle on ne va pas répondre tout de suite dans le déroulé de la session, mais à laquelle chacun des participants, s'il a envie et peut, répondra. Augustin, est-ce que tu peux poser ta question? Il y a un micro ou je te passe le mien? Merci. Bonjour à tous. J'aimerais poser une question sur la question des politiques monétaires non conventionnelles. Est-ce qu'il faut garder cette politique? Est-ce que vraiment un jour on pourra s'en passer et envisager d'en sortir? Et surtout, comment est-ce qu'on peut s'assurer que ces politiques ne portent pas en elles les germes d'une nouvelle crise financière en Europe? Merci. Alors, cette question, il faudra qu'on l'aborde quand on arrivera à la question de qu'est-ce qui est à conserver par rapport à qu'est-ce qui est à abandonner dans les politiques menées jusqu'ici. On va commencer par une première question, c'est est-ce qu'il faut faire totalement table rase des politiques européennes qui ont été menées jusqu'ici, dans leurs principes, dans leurs stratégies? Est-ce qu'il y a quelque chose à rebâtir? Est-ce que c'est à rebâtir complètement ou à simplement réformer? Sur cette question, Olivier Babot de la Fondation Concorde, vous avez 3 minutes. Non, 5 minutes, pardon. 5 minutes. J'ai eu peur, j'ai pensé qu'au dernier moment. Ça sera encore pire, non. Rassurez-vous. Merci de votre invitation. Peut-être juste un mot de réponse, mais malheureusement, on n'a pas le temps de répondre sur cette question, de développer cette question monétaire, mais un mot de réponse. Si vous lisez Hayek ou Mises, il dit justement que toute manipulation monétaire est par définition une bêtise qui mène en général assez mal économiquement. Voilà, maintenant, ça fait partie d'une chose qu'on peut mettre dans le débat, mais je n'ai pas le temps de développer tout ça. Vous savez, c'est Karl Polanyi qui a montré que l'économie devait être encastrée dans la société. Et cette société même, elle dépend profondément du politique. Et moi, ce que j'aimerais montrer dans 4 minutes 17 qui me restent, c'est justement qu'à mon avis, certes, il faut probablement tout refonder, mais tout refonder la politique économique par le politique. Et mon idée, c'est qu'on n'a probablement pas été assez loin. On s'est arrêté, on pourrait dire, au milieu du chemin. Vous savez que le terme d'Europe vient de cette fameuse fille d'un roi phénicien qui aurait plu donc à Zeus, qui passe, qui se transforme en taureau, qui l'amène sur la mer et qui va sur le continent s'unir à elle, et ça donne le nom au continent. Ben nous, c'est un peu comme si on avait embarqué la fille, mais on l'a balancée dans la mer en plein milieu, en fait. Donc, on s'est arrêté, on n'est pas allé jusqu'au bout. Alors pourquoi et en quoi, hein, c'est ce que je vais essayer de montrer dans les 3 minutes 35 qui me restent. En réalité, le problème aujourd'hui économique européen n'est que, on pourrait dire, la continuation ou la traduction du problème économique et politique des nations
et de la France en particulier. On voit le même affaiblissement du lien entre dirigeants et dirigés, la même délégitimation, la même crise de légitimité. La même, et là je ne suis pas d'accord avec mon ami Gaspard Koenig, normalement on est plutôt d'accord, mais lui alors il est ravi finalement, il voit que le côté technocratique, on pourrait dire, de l'Europe est plutôt le bon côté à garder, mais moi je suivrais plutôt ce que Graeber a pu montrer dans son livre Bureaucratie récemment, ou alors même ce que Paulin Ismar a montré dans La démocratie contre les experts, qui montre qu'un des problèmes de notre démocratie aujourd'hui, c'est la confiscation du pouvoir par la technocratie. Aux dépens des personnes élues qui, la plupart du temps, du coup, occupent la scène, mais sans réalité prendre les décisions. Je ne sais plus qui a dit cette belle phrase. La bureaucratie permet de mettre le plus de distance possible entre ceux qui prennent les décisions et ceux qui en subissent les conséquences. Et la conséquence de ça, c'est l'impuissance économique, à la fois au niveau européen, parce que l'histoire de l'économie européenne, si on met la question monétaire de côté, c'est l'histoire de palinodie, c'est l'histoire de menaces inopérantes, c'est l'histoire d'objectifs qui ne sont pas atteints, et au bout d'un moment, évidemment, qui sont évidemment plus crédibles. Alors les réponses, quelles sont-elles? Ce serait une mise en cohérence, évidemment. Alors moi, dans le petit article, donc la petite tribune que j'avais rédigée, je disais qu'il y avait deux changements à faire, un changement de périmètre, un changement de méthode. Alors le périmètre, c'est la chose la plus simple, et ce que tout le monde dit aujourd'hui, c'est que c'est difficile, effectivement, à 27, et que probablement il faudra enclencher ce que permet l'article 20 du traité de l'Union européenne, c'est-à-dire la coopération renforcée entre un certain nombre d'États. Pas forcément seulement la France et l'Allemagne, évidemment, mais en tout cas, on a tendance à penser que ce serait eux d'abord. Donc la première chose, un changement de périmètre. Et la deuxième chose, et plus fondamentalement, je pense, un changement de méthode. Et c'est là qu'on est au cœur de l'espèce de coitus interruptus dont je parlais tout à l'heure dans l'Europe. C'est-à-dire qu'on n'a jamais enclenché, on pourrait dire articulé, les politiques nationales, on pourrait dire les visions nationales avec les politiques économiques européennes. Et aujourd'hui, on sait très bien que l'Europe est utilisée comme un alibi, on pourrait dire un alibi pour ne rien faire, ou au contraire le côté négatif, regardez ce que l'Europe m'oblige à faire, ou ce que je ne peux pas faire à cause de l'Europe. Donc le problème de l'économie européenne aujourd'hui, c'est probablement que les politiques nationales, et la France surtout, n'intègrent pas, pour dire dans le meilleur des cas, ou alors intègrent à contrario, la vision européenne dans leur démarche. Et je crois vraiment que la campagne présidentielle qui commence devrait être le moment de la réintégration réellement de ce projet européen. Et je crois que c'était dit tout à l'heure dans la table ronde tout à l'heure, remettre le projet européen vraiment au cœur de la politique. C'est Jean-François Revel qui disait, vous savez, que la France était surétatisée mais sous-gouvernée. Et l'Europe a exactement le même problème. Vous avez un surétat, au sens où vous avez probablement une place, on pourrait dire, de la dépense publique, mais de la personne publique qui est trop importante, et à travers probablement un rôle de la standardisation qui est trop lourd. Et à la fois, vous avez un sous-gouvernement au sens d'absence de vision, mais aussi, par exemple, d'absence de politique industrielle. Et c'est là, dans ce sous-gouvernement, que je mets aussi l'absence toujours criante, qui est aussi vraiment le fait de rester au milieu du projet, d'harmonisation. C'est-à-dire, on ne peut pas à la fois faire l'euro, n'est-ce pas, évidemment, et ne pas harmoniser, au moins fiscalement et socialement derrière. Or, on s'est arrêté au milieu du chemin, et c'est justement, et c'est terminé, ce que je préconise, il faut aller plus loin. Le problème qui se pose aujourd'hui, c'est pas qu'on n'a eu pas assez d'Europe, c'est qu'on n'a pas eu trop d'Europe, pardon, c'est qu'on n'a pas assez d'Europe. Voilà. Merci, bravo pour le temps et bravo pour la petite sonnerie, c'était bien commode, effectivement. Géraud Guibert, La Fabrique écologique, je vous passe le micro. Merci, c'est gentil. Quatre remarques très brèves en 5 minutes. La première remarque, soulignons l'importance. D'abord, merci d'avoir organisé ce débat, parce que je crois qu'il faut signer l'importance de la situation économique dans la crise politique que connaît l'Europe aujourd'hui. On dit toujours que la montée du populisme est due à l'immigration, etc. Je vous rappelle que la France a absorbé 1 million de rapatriés de pieds noirs dans les années 60 sans drame absolu sur le plan économique, et que donc s'il y avait aujourd'hui une situation économique saine en Europe, on absorberait beaucoup plus facilement un certain nombre de réfugiés qui viennent des autres pays. Donc la situation économique, en effet, est au cœur de la contradiction européenne, et c'est comme ça qu'elle est vécue aussi par nos concitoyens, puisque nos concitoyens constatent, la plupart d'entre eux, que nous sommes sur un rythme de croissance zéro, et que les pays qui connaissent moins de chômage que d'autres ont en revanche plus de précarité que d'autres, et que donc les problèmes sont loin d'être réglés. Le deuxième point sur lequel je voulais souligner, c'est, je pense qu'il faut que nous reprenions l'analyse des causes et des raisons de cette situation profonde.
et non pas simplement en termes de mixage politique budgétaire, politique monétaire, politique des revenus, ou en termes d'ouverture des marchés, ou en termes de soutien à l'innovation, mais bien la raison profonde pour laquelle nous sommes passés de 5% de croissance dans les 30 Glorieuses régulièrement, en diminuant régulièrement 4%, 3%, 2%, 1%, et aujourd'hui en moyenne 0% depuis à peu près une décennie. Ça dans les pays européens, et de manière un peu plus accentuée que dans d'autres pays développés, mais c'est le cas aussi dans d'autres pays développés. Et quelles sont les raisons de cette situation ? Et je crois que c'est très important à dire, parce que pour la reconstruction de l'Europe, entre guillemets, si on n'est pas lucide sur les raisons de cette situation, eh bien on est amené à faire ensuite des choses qui ne sont pas appropriées. Les raisons de cette situation, très rapidement, elles sont à mon avis de deux ordres. La première ordre, c'est l'accroissement considérable des inégalités dans les pays développés et en Europe depuis un certain nombre d'années, qui fait que tout simplement un certain nombre de gens en situation de difficulté n'ont plus les moyens de consommer, et que d'autres en situation de très aisée de revenus ont au contraire n'ont plus très envie de consommer, ou quand ils consomment de manière insoutenable pour la planète, pour l'environnement, voire pour nos concitoyens, puisque par effet de mimétisme, ça donne envie aux autres de consommer de manière insoutenable. Donc ça, c'est le premier point, je trouve extrêmement important, et qui explique très largement l'endettement, par exemple, des pays, est très largement le fruit, y compris des politiques salariales qui ont été menées ces dernières décennies et qui ont fait que les inégalités se sont creusées. Et le deuxième point qui est, je trouve, dans l'analyse que l'on fait d'habitude, tout à fait insuffisamment souligné, c'est le rôle majeur du plafond de verre que constituent les ressources aujourd'hui dans le monde. C'est un plafond de verre, on voit bien le rôle qu'a eu les chocs pétroliers dans le déclenchement des récessions. On voit bien qu'à chaque fois qu'il y a un début d'un retour de la croissance, forcément à un moment quelconque, il y a à nouveau une élévation du prix du pétrole, et donc forcément à nouveau ça pèse sur les balances commerciales. On voit bien que sur toute une série d'autres paramètres de ressources, je pense par exemple au sol, je pense à des matériaux rares, je pense à beaucoup de on pourrait faire la liste des choses. Il y a aujourd'hui, à l'évidence, un plafond de verre des ressources, non pas en termes quantitatifs, mais en termes de prix des ressources, qui fait que cet aspect n'est pas suffisamment pris en compte, et ce qui fait qu'à partir du moment où l'économie repart, eh bien, nous sommes ensuite sous le plafond de verre des ressources, et nous sommes donc dans une forme de stagnation. À partir de là, quelles sont les deux recommandations que je ferai sur les politiques économiques européennes ? La première, c'est une rupture de la pensée. Et la principale rupture de la pensée, c'est de considérer que la nature est un facteur de production au même titre que le capital et le travail, et qu'aujourd'hui, si on veut réussir, y compris vis-à-vis des enjeux climatiques, des enjeux de pollution, si on veut réussir la transition, excusez-moi, si on veut réussir, il faut évidemment arriver à mettre en place un processus de substitution des flux de matière, des substitutions de capital à des flux de matière. Qu'est-ce que c'est de la rénovation thermique des logements ? C'est tout simplement du capital qui est mis et des flux de matière qui sont économisés. Qu'est-ce que c'est que des énergies renouvelables ? C'est aussi évidemment des industries extrêmement capitalistiques où l'investissement en capital est largement dominant par rapport au coût de fonctionnement. Et donc on voit bien qu'il y a une logique, comme il y a eu à une certaine époque une logique de substitution du capital au travail, il y a aujourd'hui une logique de substitution du capital aux ressources naturelles qu'il est tout à fait essentiel de mener. Et donc ça exige en effet une rupture de la pensée qui ne doit plus être simplement des instruments classiques de politique économique, mais qui doit être des éléments beaucoup plus concrets. Et la deuxième rupture, c'est évidemment en découlant une rupture en termes d'outils pour l'Europe, j'y reviendrai peut-être dans le débat, mais d'outils pour l'Europe, et évidemment il faut que l'Europe prenne en compte cette situation pour arriver à des outils concrets qui aboutissent à desserrer le plafond de verre que je viens d'indiquer. Merci. La seconde question qui avait été posée aux intervenants, c'est quelles politiques sont à préserver ? Et en fait, il n'y a pas eu grand monde qui s'est inscrit sur cette question, ce qui est un signe quand même assez terrifiant. Mais néanmoins, Vincent Charlet de la Fabrique de l'Industrie va intervenir sur le sujet des politiques industrielles, mais en disant évidemment ce qui a dépassé aussi par rapport à ce qui a pu être fait dans ce domaine. Oui, c'est juste. Bonjour à tous. Tout à l'heure, dans la table ronde précédente, il y a une question posée sur quels sont les points d'accord et les points de désaccord. Quand on discute avec les industriels, les fédérations professionnelles et ceux qui pensent à la compétitivité de demain, moi je pense qu'il y a deux points d'accord quand on parle des politiques européennes.
un de très court terme et un de très long terme. À très long terme, on est à peu près tous d'accord sur le projet européen, une croissance intelligente, compétitive, inclusive. Et à très court terme, on est à peu près d'accord sur les mécanismes qui sont considérés comme sains pour espérer y parvenir. Un marché intégré, fluide, avec libre circulation des travailleurs et des capitaux. Je ne dis pas que c'est parfait, mais enfin, il y a quand même 2 points d'accord sur lesquels on peut s'accrocher. Ce qui manque, en fait, c'est les outils, les politiques communes de moyen terme. C'est ce qui permet d'aller du point de départ au point d'arrivée. Si je résume, on s'est fabriqué un super bateau, on vérifie tous les jours qu'il sait flotter, on est d'accord même sur l'endroit de la carte où on veut aller, mais on est encore à débattre si on va y mettre une voile, un moteur, ou si en fait les courants marins vont suffire pour nous y mener just by chance. Et c'est là le souci. Donc aujourd'hui, il manque les politiques communes. Alors il y a en gros 3 cas de figure. Hein. Il y a les cas où on a commencé à mettre nos politiques en commun, mais de façon encore marginale. Je pense à l'innovation, par exemple. C'est quelque chose qui pèse beaucoup dans les budgets de la Commission, mais si vous rapportez ça au budget des États, ça reste encore assez marginal. Il y a quelque chose aussi qui a été mis en place, ce sont les mécanismes structurels de redistribution à la périphérie, mais qui sont loin de compenser les forces centripètes qui reconcentrent au cœur de l'Europe, sur la banane bleue qui va de Londres à la Bavière, tous les actifs de l'économie de demain. Donc ça, c'est ce qui marche à peu près. Il y a ce qui commence tout juste à marcher, mais enfin qui piétine encore largement sur la définition d'une politique commune de relations commerciales avec nos grands partenaires, États-Unis et Chine en particulier. Et puis il y a les points sur lesquels ça diverge carrément. Donc j'en ai au moins 2 en tête. Il y a évidemment l'Europe de la défense et en particulier l'armement, où il n'y a certainement pas de politique commune. Et il y a évidemment la question de la transition énergétique, vu que déjà pour commencer, il n'y a pas de politique de l'énergie. Que ce soit les mix énergétiques, les paris sur les technologies de demain et les options pour aborder ou pas une croissance décarbonée, pour l'instant, il n'y a rien. Il n'y a pas non plus de schéma commun sur la fiscalité du carbone. Bon. Donc, contrairement à ce qu'on pourrait peut-être penser rapidement, les industriels sont loin d'être hostiles à un schéma unifié et à l'établissement de repères communs ou de politiques communes qui permet de savoir de façon prévisible et sereine dans quel cadre ils évoluent. Voilà ce que je voulais dire. Pour terminer, ce qui me paraît absolument essentiel, c'est le fait de rétablir dans ce projet européen l'idée que les activités, les emplois, les métiers compétitifs qui contribuent aux activités exportatrices sont au cœur de ce projet européen et sont au cœur d'un projet de croissance. C'est-à-dire concrètement, il ne faut pas oublier que jusqu'à maintenant, la croissance potentielle, les perspectives de croissance sont assurées par des gains de productivité. On en a toujours un peu peur. Nous, en ce moment, à la fabrique, on travaille beaucoup sur la question de savoir si le robot va tuer l'emploi ou pas. La réponse est évidemment non. Simplement, la question est extrêmement présente dans les esprits. Il ne faut pas avoir peur des gains de productivité. Il faut au contraire les chercher et rebâtir ensemble un projet qui permette de consolider, conforter la place de ces secteurs, emplois et métiers productifs, pour certains qui restent encore d'ailleurs à créer ou à former en nombre, vu qu'on n'est pas au bout des défis technologiques en matière industrielle ou de services associés. Merci Vincent. Comme vous pouvez le voir, évidemment, on a déjà anticipé sur la 3e question qu'on avait posée aux intervenants sur quel contenu donner aux politiques européennes. On a déjà pas mal écorné le sujet, bien entendu. J'y attendais un peu, mais c'est très bien, c'est parfait. Avec Françoise Benamou du Cercle des économistes, pour commencer. Là encore, 5 minutes. Merci. Alors, peut-être 2 remarques d'entrée de jeu. La première, c'est que je crois qu'il faut vraiment en finir avec les termes du type rêve européen, d'autant plus qu'on est plutôt en ce moment dans le cauchemar que dans le rêve. Et 2e point, je crois très important, peut-être pas de dire qu'il faut plus d'Europe au moment où justement les peuples semblent dire qu'ils ne veulent pas de cette Europe, peut-être pas plus d'Europe, mais une autre Europe. Et cette autre Europe, je crois qu'il faut la bâtir sur des projets à partir de cercles de coopération qui peuvent être des cercles variés, des cercles de la volonté entre pays qui, sur tel ou tel programme, justement, sont d'accord pour avancer. Une chose qui m'a frappée lors des débats sur le Brexit, c'est à quel point on assistait à 2 registres d'arguments qui jamais ne se rencontraient. Le premier était politique, c'était l'identité, c'était les travailleurs détachés, enfin politique d'ailleurs, c'était les travailleurs détachés, l'identité, l'immigration, etc. Et le second, c'était l'économie. Et il y a vraiment une question extrêmement importante, c'est d'essayer de réconcilier un peu ces discours, mais sur des
projets extrêmement concrets. Alors, par exemple, la politique industrielle me semble être une petite brique pour cette conciliation. Alors, pourquoi ça peut sembler étonnant de dire ça? Parce qu'à mon avis, elle renvoie à la fois à des questions de croissance, d'investissement d'avenir, d'aménagement des territoires, mais aussi à des questions de souveraineté quand il s'agit du numérique. C'est une question fondamentale où l'Europe a besoin d'être unie, et à des questions d'emploi. Donc, si vous voulez, on a les deux morceaux de l'histoire. Alors, elle a vocation à se concentrer sur 3 domaines. Hein. La transition énergétique, effectivement, avec tout presque reste à faire, les infrastructures, le numérique. Et l'objectif, in fine, c'est vraiment d'essayer de contribuer à bâtir des champions européens, à aussi aider les startups, bien entendu, mais en même temps à inciter la création d'emplois, sachant que l'inscription dans la modernité numérique, elle se traduit souvent par le fait qu'elle est peu génératrice d'emplois, au moins dans le court terme. Alors, quelle politique industrielle? Moi, ma spécialité, ce sont les télécoms et le numérique. Ce qui est clair, c'est qu'une politique industrielle peut être envisagée à une échelle continentale. Elle peut amener en même temps à elle des pays hors Union. Et elle est un levier, ça c'est très important, pour l'harmonisation fiscale pour laquelle on a tant de difficultés. Elle s'articule à un des domaines qui est quand même assez accompli, si je puis dire, même si on peut être critique sur certains points, de la politique européenne, qui est la politique de la concurrence. Alors, le Brexit, évidemment, a beaucoup affaibli l'Union, enfin, va beaucoup affaiblir, s'il se fait, hein, véritablement, parce que la Grande-Bretagne est assez forte du point de vue, justement, des start-up et du numérique. Mais en même temps, elle avait des positions souvent extrêmement différentes, on pourra revenir là-dessus dans le débat, de la France et de l'Allemagne. Mais il me semble, en tous les cas, qu'il est absolument indispensable d'avoir une politique européenne du numérique, en face des États-Unis, avec la puissance de feu des GAFAM, je ne m'arrête pas là-dessus, et puis en face aussi de la Chine, qui devient un acteur technologique et de premier plan. Hein. Alors, objectifs, ils sont multiples, hein, c'est la sécurité des réseaux, la protection des données, la souveraineté, j'en ai déjà parlé, l'aménagement du territoire, la réduction de la fracture numérique, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que sur chacun de ces dossiers, on peut avoir des coopérations à géométrie variable. J'en donne juste quelques exemples. Il y a un échelon qui reste national, c'est celui de l'aménagement numérique des territoires, qui pour l'instant, oui, est largement national, avec des questions d'attribution de fréquences qui se font à des rythmes très différents, sous couvert de réglementation européenne. Je dirais qu'il n'y a pas trop de surréglementation dans ce domaine, ce qui est un petit miracle. Mais il y a d'autres domaines où on a besoin d'autres types de configurations. Par exemple, il faut absolument articuler, mieux articuler la politique numérique et la politique de la recherche. Et là, on a besoin probablement de quelque chose de beaucoup plus large, à 27 ou un peu moins, mais en tous les cas, des coopérations véritables. Si on prend la question de la souveraineté numérique, on a besoin d'être plus nombreux que 27. C'est la question vraiment de l'espace européen, l'espace numérique européen qui se pose. Et quand on traite de la neutralité de net, la question devient globale, mais l'Europe y apporte sa vision qui est tout à fait spécifique. Et donc sur tous ces sujets, il me semble qu'il est possible d'avancer en construisant des arrangements institutionnels, en quelque sorte, ad hoc. Et rappelons que déjà j'ai presque fini. Sur des dizaines de questions, l'Europe est à géométrie variable, restreinte dans certains cas, bon, évidemment l'euro, et élargie en d'autres domaines. Et donc, je crois que ce qu'il faut vraiment cibler, c'est une Europe de programmes à géométrie variable qui, éventuellement, se tourne vers la société civile. D'abord, qui, sur certains dossiers qui sont développés au niveau européen, est capable aussi de se tourner vers la société civile et éventuellement de la consulter, non pas sur cette grande question, vous voulez plus ou moins d'Europe, mais sur des questions tout à fait concrètes, et qui travaille donc en cercle étroit ou en cercle élargi, suivant les questions, ce qui est une manière aussi peut-être de prendre distance avec la technocratie européenne et qui va essayer de nous construire des règlements généraux. Pardon. Merci. Et Emmanuel Gessua de CEREX Code, toujours 5 minutes et toujours sur quelle politique européenne? Merci beaucoup. Alors peut-être contrairement à la plupart des autres interventions, je vais me concentrer sur la zone euro, parce qu'il y a un léger petit détail qui différencie la zone euro des 27 États de l'Union européenne dans leur ensemble, c'est que les 19 États de la zone euro partagent la même monnaie. Et il se trouve que cette zone euro, dans sa construction, est incomplète. Elle illustre ce que Jean Pisani-Ferry évoquait comme une déconnexion d'un espace géographique effectif avec l'espace géographique pertinent pour l'action envisagée.
Et en fait, on a sous-estimé cette contradiction qui est que on a une zone qui partage une même monnaie avec 19 États souverains. Et cette sous-estimation de cette contradiction, elle a été révélée au grand jour à la faveur de la crise. On s'est aperçu que des économies qu'on croyait ou qu'on feignait de croire relativement homogènes, notamment par les agences de notation, les spreads de marché, finalement avaient des déséquilibres extrêmement importants en termes de compétitivité, d'évolution des coûts salariaux par rapport à la productivité, d'endettement privé et public, et qui devenait totalement insoutenable face à une récession de grande ampleur. Donc l'enjeu, en fait, c'est du coup de savoir comment renforcer l'efficacité de cette zone. En fait, on s'aperçoit depuis 5 ans qu'on a un appauvrissement relatif de la zone euro par rapport à des pays qui ont l'autonomie de leur politique monétaire, le Royaume-Uni, les États-Unis, un appauvrissement d'environ 7 points de PIB, donc c'est pas totalement négligeable. Et évidemment, la question centrale, ça va être de conjurer la poursuite de cette tendance pour les 5 prochaines années. Alors, ça peut être... La question peut être ramenée au fait qu'on a un manque de coordination de la politique budgétaire. On s'est aperçu qu'il y avait d'énormes déséquilibres. On a commencé à les résorber, notamment en renforçant la surveillance des déséquilibres macroéconomiques. Et effectivement, il y a des rattrapages de compétitivité, des désendettements, mais ce processus est asymétrique, c'est-à-dire que les pays qui ont des marges de manœuvre, comme l'Allemagne, les Pays-Bas, continuent, eux, par contre, à engranger des énormes excédents commerciaux, pour l'Allemagne, même des excédents budgétaires. Et donc, finalement, tout le monde fait des efforts sans qu'il y ait une politique contracyclique au niveau agrégé de la zone euro qui finalement fait perdurer aussi une forme de croissance molle. Alors on pourrait très bien dire bah oui mais finalement voilà, il faut simplement s'en tenir à des règles, à des réformes structurelles, tous les États feront des efforts et chacun se recréera des marges de manœuvre pour éventuellement mener des politiques contracycliques. C'est possible, c'est nécessaire effectivement qu'il y ait une discipline budgétaire en termes de politique structurelle de compétitivité, mais rien ne dit que ce sera suffisant. C'est-à-dire qu'on a une intégration via un marché commun et que cette intégration en elle-même et une convergence des politiques structurelles ne garantit pas qu'on aura un même sentier de croissance ou un même niveau à terme de PIB par tête entre les différentes régions, parce que l'intégration, elle ne garantit pas en tant que telle une convergence vers l'égalité. Elle peut même être une mécanique de spécialisation qui peut enfermer certains pays, au moins temporairement, dans des spécialisations peu avantageuses. On voit qu'on a beaucoup de concentration industrielle et de dépenses de R&D dans le centre et dans le nord de l'Europe, par exemple. Et donc, se posera la question de transfert et de forme de politique de mutualisation. Et donc, les deux seront nécessaires, à la fois une poursuite des réformes structurelles, soit sur le marché du travail, la formation initiale et professionnelle, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choix politiques derrière. On peut privilégier un fonctionnement du marché du travail très très flexible à l'anglo-saxonne ou plus flexi-sécuritaire en un sens à la nordique, par exemple. Mais voilà, il y aura une discipline en termes de réformes structurelles, mais il faudra probablement des formes de mutualisation, voire de transfert. Et on peut envisager, certains évoquent la question par exemple d'une assurance chômage européenne qui aura l'avantage d'être purement contracyclique. C'est-à-dire qu'au niveau global, quand la croissance baisse, il y a mécaniquement des dépenses, et quand le chômage augmente, il y a mécaniquement des dépenses qui vont directement vers les gens, d'ailleurs sans se poser la question des transferts entre pays. Mais pour ça, il faut qu'il y ait une volonté de mutualisation, c'est-à-dire une volonté de vivre ensemble et une confiance mutuelle des pays. Et c'est là où les réformes structurelles ont tout leur intérêt, elles ont un intérêt intrinsèque parce qu'elles permettent d'accroître la croissance potentielle à long terme, mais elles sont la condition d'un rétablissement de la confiance entre pays européens. C'est-à-dire qu'il y a un problème de défiance fondamentale entre des États du centre et du nord de la zone euro et des États comme la France ou des pays du Sud qui doutent de notre capacité, à tort ou à raison, à créer un consensus politique pour mettre en œuvre des réformes jugées courageuses et structurantes. Et donc ensuite, ces réformes permettront de créer ce consensus et après,
les politiques publiques, elles peuvent soit prendre la forme de politique contracyclique ou de transfert, comme je viens de l'évoquer, mais ça peut être aussi des politiques plus industrielles, par exemple, ce qui concerne les industries de réseau, comme l'énergie ou les télécommunications, qui visent à améliorer la recherche et l'innovation, ou des politiques plus régaliennes, comme ça a été évoqué à la première table ronde. Effectivement, il y a des traitements, il y a des politiques publiques où le niveau optimal est le niveau de la zone euro, voire de l'Union européenne, et là ça pose la question de la disjonction zone euro-Union européenne, les politiques régaliennes, le traitement des migrants, la défense, etc. J'aurais bien voulu quand même, si possible, que vous répondiez, peut-être, vous pouvez, à la question d'Augustin sur le maintien ou pas de la politique monétaire. Ça fait un peu de rap pour vous, je suis désolé pour les autres. Mais je pense que, voilà, c'est peut-être c'est une question en fait absolument centrale. Il y a des dangers intrinsèques au fait que des politiques non conventionnelles perdurent, surtout dans ces zones inédites de taux nuls, voire négatifs. Il y a des dangers d'alimenter à terme de potentielles bulles, d'ailleurs, dont on serait bien incapable de dire où elles vont se manifester. Ça pourrait être l'immobilier, comme les valeurs technologiques, on n'en sait rien. Mais c'est un risque, en tout cas à terme, et puis aussi le fait que ça crée une accoutumance qui est dangereuse. C'est-à-dire qu'il sera d'autant plus difficile de sortir de cette période de taux négatifs qui a accru des valorisations boursières, Est-ce qu'on a le choix de la maintenir ou pas la maintenir ? Après, justement, le fait d'avoir mis ces politiques mises en œuvre, ces politiques monétaires non conventionnelles, ça illustre en creux justement l'incapacité de la zone euro à mener une politique budgétaire coordonnée. Et du coup, la Banque centrale européenne a dû endosser un rôle qui ne lui incombait pas au premier chef. Et elle a dû porter toute la politique en fait, conjoncturelle qui devait être partagée en fait, avec une politique budgétaire. Merci. Erel Thévenon-Poulenec pour l'Institut de l'entreprise. Sur qu'est-ce que les entreprises souhaiteraient comme politique européenne ? Oui, bonjour. Alors, je remercie le Cercle des économistes d'avoir invité l'Institut de l'entreprise, puisque l'entreprise est le moteur de la croissance. Et je sais que Pierre-Xavier doit retenir de ces deux tables rondes un certain nombre de mots. Et si dans sa petite liste, il y avait le mot entreprise, je serais assez contente. Alors, les think tanks patronaux ont toujours été favorables à l'Europe tout au long de sa construction. Pourquoi ? Parce que l'Europe a toujours rimé pour l'entreprise avec croissance, avec grand marché, avec innovation, avec incitation à davantage de compétitivité. Et pour les entreprises, l'espace européen, c'est autant un terrain de jeu qu'un camp de base pour partir à la conquête des autres marchés. Ceci dit, la question se pose aujourd'hui, les entreprises constatent aussi que, doutent parce que les fractures qui traversent la société entre les insiders qui connaissent les règles européennes, qui savent les utiliser, qui savent en jouer, et le reste, cette fracture traverse également le monde des entreprises, entre les très grandes, qui savent parfaitement s'adapter à tous les terrains, et le reste des autres qui n'est pas négligeable. Donc aujourd'hui, on est face à deux alternatives, soit renforcer, aller davantage vers le fédéralisme, soit prendre acte de cette difficulté et aller vers une autre Europe. Alors plusieurs thèmes ont été utilisés, ce qu'il faut refonder, réinventer. Donc à l'Institut de l'entreprise, c'est un sujet que nous travaillons en ce moment avec un groupe de travail qui est présidé par Loïc Armand, président de L'Oréal France, et un certain nombre d'entreprises adhérentes. Et à ce jour, on se pose beaucoup de questions. On a beaucoup plus de questions que de réponses à ce stade, mais néanmoins, deux pistes se dessinent qui sont en fait des grilles de lecture pour identifier le contenu de ces politiques européennes. La première chose qui est un petit peu dite par François, c'est l'idée qu'il y a une autre Europe il n'y a pas une Europe à plusieurs niveaux, une Europe à plusieurs vitesses, mais il y a des cercles concentriques qui forment un ensemble cohérent. Donc il y a la zone euro, bien sûr, avec des politiques qui sont celles de ce noyau dur. Et là, les entreprises se posent la question de savoir s'il faut aller vers davantage d'intégration ou si ce n'est pas aussi les outils économiques qu'on les a, et ça a été vu, si le sujet n'est pas davantage politique.
Puis également les coopérations autour de projets qu'on peut avoir avec les partenaires des autres cercles. Et je reviens sur l'idée du projet qui a été soulevé par Françoise, puisque qu'est-ce qui motive aujourd'hui dans les entreprises, qu'est-ce qui motive les entrepreneurs, c'est la notion de projet. Et l'Europe pourrait peut-être passer aussi, entre guillemets, en mode projet. Ce serait peut-être une façon d'insuffler une certaine dynamique. La deuxième chose, le deuxième élément de cette grille de lecture, c'est d'aller vers une Europe de la valeur ajoutée. Donc c'est l'idée de ne faire ensemble que ce qu'on fait mieux ensemble que seul, isolément. Et d'imaginer une... Alors reste ensuite à construire la clé de répartition, de voir comment on sélectionne. Mais ça donne néanmoins un tamis pour identifier ces grilles. Et la dernière chose que je voudrais dire, c'est que quand on regarde les chiffres des entreprises, on voit que les géants, les très très grosses entreprises seront demain largement dans les pays émergents et que l'Europe doit absolument être à la hauteur et être agile. On demande à l'État national d'accompagner les entreprises, de les aider à être agiles. C'est un peu la même chose qu'il faut au niveau européen. Merci. Ce qui est un peu frappant dans toutes ces interventions, c'est qu'on a un peu l'impression qu'on reprend les mêmes choses en voulant faire mieux. Et je me demande, au vu de l'actualité, n'est-ce pas, s'il n'y a pas quelque chose de plus profond à modifier que simplement se dire la politique qu'on a fait jusqu'ici, on pourrait l'améliorer en prenant telle spécialité, tel secteur ou telle démarche, ou avoir des cercles concentriques plutôt que... Voilà. On est encore dans des choses assez institutionnelles. Et je suis ravi justement d'accueillir Guillaume Anzo pour les GRAC, qui vient d'arriver pour des raisons d'avion, si j'ai bien compris, c'est ça? Voilà, de retard d'avion. Voilà, donc vous avez 5 minutes. Juste maintenant, là, au débeauté, au pied levé, ou un peu plus, parce que ça va, on n'est pas en retard, hein, voilà. Donc même un peu plus, sur la question de comment est-ce qu'on peut refonder une manière de construire des politiques européennes différentes de celles qu'on a eues jusqu'ici et qui ont, semble-t-il, rencontré quelques échecs et quelques hostilités auprès des citoyens européens et des électeurs. Merci d'avoir posé une question juste pour permettre de le mettre dans le bain. Et excusez-moi de ne pas avoir écouté les passages précédents, parce que je trouve ça un peu cavalier, mais j'ai mon avion a 2 heures de retard. Je crois qu'il ne faut pas être trop intellectuel. Il faut juste essayer de dire comment est-ce qu'une politique économique européenne peut être construite dans la situation d'aujourd'hui, sans qu'il y ait besoin de faire des choses très très compliquées, sans qu'il y ait besoin de faire de traités, de référendums qui mettront des années à être adoptés, qui sont des constructions intellectuelles, et on a de très fortes chances de ne jamais aboutir. Je crois que ce qui est important, c'est de regarder quelle est la situation conjoncturelle aujourd'hui de la zone euro, comme si elle était un pays. Vous prenez la zone euro comme un pays, et vous constatez qu'il s'est passé quelque chose de tout à fait nouveau, c'est qu'il s'est construit, c'est pas depuis toujours, depuis 2012, il s'est construit un excédent considérable de la balance des paiements courants. C'est-à-dire que l'euro, depuis son origine, avait, depuis de 1999 à 2012, la zone euro a été une zone équilibrée en termes de flux de financement, avec de très gros déséquilibres qui se sont construits à l'intérieur, puisque les excédents allemands ont financé l'inflation salariale, non pas les investissements dans le Sud, mais l'inflation salariale des pays du Sud, ce qui a provoqué des déficits structurels qui se sont arrêtés avec la crise de 2008. Simplement, ce qui s'est passé à partir de 2008-2012, c'est que l'ajustement a été asymétrique, c'est que les pays du Sud, sauf la France qui s'adapte très doucement, les pays du Sud, et qui a raison, donc, les pays du Sud, sauf la France, se sont adaptés très brutalement, ont récupéré en termes de balance des paiements courants, ce qui est préférable que de regarder les déficits. La balance des paiements, c'est la dynamique de l'endettement aux bornes du pays, aux bornes d'une nation, pas seulement aux bornes de l'État.
Donc, les pays du Sud ont fait des ajustements très brutaux, de l'ordre de 10 points, 15 points de PIB, alors que les excédents du Nord sont restés stables, ou se sont accrus. Le résultat, c'est que le pays zone euro, qui était un pays équilibré en termes d'excédent, en termes de balance des paiements, où il y avait un équilibre donc épargne-investissement, un équilibre entre l'argent qui rentre et l'argent qui sort dans la zone, ce pays zone euro est devenu excédentaire de 3,2% du PIB, ce qui représente plus que les Chinois aujourd'hui. Donc ça, c'est un problème conjoncturel, parce que quand tout à fait important, parce que quand il se construit un excédent comme ça, quand en plus il y a une tendance déflationniste dans le monde, et quand toutes les indications sur des marchés forward montrent que l'inflation anticipée à long terme ne s'est plus installée à 2%, mais plutôt à 1%, eh ben on sait ce que c'est. On est dans une situation de déflation, on est dans une situation où il faut... Alors, pour nous, c'est un peu nouveau de le dire, mais il y a des gens qui le disent tout le temps, il y a des gens qui disent tout le temps le contraire. Toutes les montres arrêtées disent leur vrai une fois par jour. Ce qui a changé, c'est qu'on est dans une situation où, au niveau de la zone euro, il faut dépenser. Il faut dépenser. Et d'ailleurs, la Banque centrale le dit très bien. Elle dit que ce qu'elle fait pour favoriser l'investissement à travers la mise à disposition de liquidités des banques ne suffit pas, et qu'il y a un problème de demande, et que les pays qui ont des capacités budgétaires doivent exercer leurs capacités budgétaires. C'est ce qu'elle dit, la Banque centrale. Et elle menace même, une chose extraordinaire, elle menace d'aller vers la monnaie hélicoptère. La monnaie hélicoptère, c'est quoi? C'est la Banque centrale qui distribue des billets. Et alors ça, c'est un truc, pour notre génération à nous, d'Européens, absolument stupéfiant. Parce que toute la construction européenne, pour les gens de nos âges, s'est construite avec l'idée que les hommes politiques ont tendance à recourir à l'endettement ou à l'inflation, et qu'il faut se protéger contre les excès des politiques, et que par conséquent, il faut une banque centrale indépendante pour éviter l'inflation et des règles budgétaires pour éviter l'endettement. On n'avait pas prévu le cas où ces technocrates-là reviendraient voir les politiques, en l'espèce les politiques du Nord, en disant « Excusez-moi, j'ai besoin de jeter de l'argent par les fenêtres, par l'hélicoptère ». C'est absolument extraordinaire, c'est absolument nouveau. Et ça pose un vrai problème démocratique, parce que quand même, depuis la Magna Carta, depuis les parlements en France, la Magna Carta au UK, la démocratie, ça va avec des représentants élus qui décident du choix des charges publiques, des dépenses publiques. Donc si on jette de l'argent, si la BCE jette de l'argent par hélicoptère, il faut qu'elle détermine, mais à qui elle va donner les billets, quoi. Si elle jette des billets, comment elle répartit les billets. Et ça, on voit bien que ce n'est pas tellement fait pour un technocrate. Donc je crois qu'il y a une opportunité extraordinaire de faire une chose très simple, qui est le jour où on sera arrivé à une certaine convergence de vue là-dessus avec les Allemands, qui ne veulent pas de transfert, qui ne veulent pas de transfert permanent, qui ne veulent pas financer le chômage, qui ne veulent pas financer les chômeurs. Il n'est pas question de faire tout ça. Il n'est pas question de faire des transferts permanents. Le jour où on sera arrivé avec les Allemands à la conviction qu'on a ainsi un problème conjoncturel qui doit être auquel il doit être répondu dans les 2 ou 3 ans qui viennent, en faisant un déficit de la zone euro qui finance des dépenses exceptionnelles. Ce jour-là, il faut louer une salle. Il n'y a pas besoin de faire un traité. On demande à un commissaire de s'en occuper. On loue une salle. On y met les députés de la zone euro. Et puis, ils approuvent ou ils amendent un projet de dépense. Et c'est un projet de dépense politiquement orienté, qui est politiquement orienté au centre de l'Europe, sociale et libérale. Conditionnel, qui sert à faire des choses exceptionnelles, des investissements privés, l'accueil des réfugiés, restructurer les administrations publiques dans les pays du Sud, permettre à des fonctionnaires en excès de faire d'autres choses, de se réorienter, de se requalifier, enfin, bon, des trucs exceptionnels qui distribuent de l'argent et qui le distribuent bien. Voilà, c'est une juste proposition très simple, finalement, pour sortir un peu du double bind, de la double contrainte qui est propre
au système allemand. Un système allemand dans lequel ce qu'on a appelé l'ordolibéralisme, et qui est plutôt un système qui vient pas tellement de l'optique allemande, de la langue allemande, où le mot de Schuld représente à la fois la dette et la faute. Dans l'esprit, on ne peut pas donner des injonctions contradictoires aux enfants, sinon ils deviennent schizophrènes. Les schizophrènes élèvent leurs enfants, leur donnent des injonctions contradictoires. Donc typiquement, redresse ton budget par l'austérité est une injonction contradictoire, puisque l'austérité ne permet pas de redresser le budget. Restructure-toi et fais des économies cette année, c'est une injonction contradictoire. Bon. Donc il faudrait sortir d'un langage qui ne soit comptable et d'injonctions qui ne soient que contradictoires pour éviter de former des enfants européens qui soient des schizophrènes et pour que les Européens arrêtent d'être fous. Merci. Vous n'étiez pas là au début, donc vous avez raté la question. L'étudiant, c'est la coutume aux rencontres d'économie d'Aix de faire poser une question au départ à un étudiant. Et la question portait justement sur le monnaie hélicoptère ou l'hélicoptère monnaie et sur la politique non orthodoxe de la Banque centrale européenne. Et la question était, est-ce que, avec les risques que comporte ce type de pratique qui aboutit au fait qu'on a des taux zéro actuellement dans la zone euro, et il y a des taux négatifs, est-ce que c'est une politique qu'il est nécessaire de poursuivre, ou qu'il est indispensable de poursuivre, ou est-ce que les risques qui se forment ne vont pas avoir des effets juste inverses à ceux qui étaient recherchés? Oui, c'est deux choses différentes. La politique de taux zéro ou zéro moins, c'est juste la politique monétaire conventionnelle inversée par rapport au conventionnel. On amène les taux jusqu'à zéro ou un peu moins de zéro. Et on ne peut pas aller beaucoup en dessous de zéro, parce que si on va beaucoup en dessous de zéro, les gens préfèrent les billets, il se passe tout un tas de trucs, les banques ne fonctionnent plus, il y a plein d'inconvénients. Une fois qu'on a fait ça, et si ça ne redémarre pas, et si on reste en déflation, c'est qu'on a un autre problème, c'est qu'on a un problème de demande. Pas un problème de système bancaire et d'investissement, mais c'est qu'on a, au niveau de la zone, alors c'est très difficile à expliquer, parce que les Français et les Italiens ont toujours besoin d'une politique de l'offre, toujours. Mais au niveau de la zone, le déficit est un déficit de demande. Donc, ce que dit la Banque centrale, c'est une fois qu'on a fait tout ça, c'est-à-dire qu'on a fait une politique conventionnelle à l'extrême qui amène le taux de l'argent à zéro, il y a un problème de demande. Donc, il faut donner des billets aux gens. Voilà, il faut donner des billets aux gens. Bon, de façon exceptionnelle, pour relancer la machine, et puis qu'ils ne s'habituent pas. Ça, c'est assez nouveau. Et ce qu'on veut dire simplement, c'est que si on doit aller vers ça, il vaut mieux que ce soit des élus qui, sur un programme, distribuent les billets, plutôt que les gens s'habituent à recevoir les billets d'une technocratie non élue. Bien, merci. Ce qui va permettre d'ouvrir le débat. Déjà, au niveau de la table ronde, qui n'est pas ronde d'ailleurs, est-ce qu'il y a des réactions sur les propos que les uns ont tenus de façon, voilà, si vous voulez juste réagir à des propos que vous avez entendus. François, d'abord. Plus une réaction et une question par rapport à ce que vient de dire Guillaume. Si on te suit, Parlez Guillaume, plus près du micro. Pardon. Si on te suit, Guillaume, alors comment on articule ce propos un peu iconoclaste avec la question récurrente des inégalités? C'est-à-dire, est-ce que derrière ta proposition, il y aurait aussi une proposition très politique de répondre à ce qui fait aussi la crise, sans doute, des peuples, non pas contre l'Europe, mais contre la crise, hein, mais qui prend l'Europe à témoin sur les inégalités? C'est sûr que, j'ai oublié de le mentionner, mais dans la récipie for récession et déflation, et on ne sait pas quelle est la place relative de chacun de ces éléments, mais une balance des paiements excédentaires des anticipations inflationnistes qui s'ancrent plutôt à 0 ou à 1%, c'est les deux recettes pour une croissance
le troisième, c'est une croissance faible et une déflation. Le troisième, c'est que la productivité ne progresse plus beaucoup. Il ne faut pas l'oublier quand même. Plus on va, plus il y a d'évidence vers l'idée du new mediocre. Et puis, il y a les inégalités. C'est-à-dire, quand même, on sait depuis longtemps que les inégalités le creusement des inégalités est récessif. En même temps, c'est pas non plus, je ne pense pas que ce soit le principal problème de l'Europe et de la France. C'est surtout le problème des États-Unis. Et comme c'est les États-Unis qui sont en train de redémarrer le mieux en ce moment, c'est peut-être pas le problème. Le rôle des inégalités dans le ralentissement de la croissance n'est peut-être pas le problème essentiel. Mais par contre, ce qui est vrai, c'est que encore une fois, si pour relancer la machine, il faut distribuer de l'argent, il faut peut-être que des politiques et des élus s'occupent de savoir comment on le distribue pour que ça soit utile et qu'en même temps les gens ne s'y habituent pas parce que c'est un sujet conjoncturel. Jérôme Guibert. Oui, finalement, ce qui est posé dans le débat qui est entre nous, c'est la question éternelle du deal franco-allemand en matière économique, que nous avons d'ailleurs connu, et qui est en fait avec deux pays qui sont dans des logiques et avec des intérêts très largement contradictoires. Vous connaissez l'ensemble des données, je ne vais pas les résumer. Et je pense, moi, à titre personnel, que, en effet, ce n'est pas à la Banque centrale de gérer ce deal. Et que ce deal ne peut être bien géré que si on met sur la table des choses qui correspondent aussi aux intérêts des Allemands. Et c'est pour ça que, et j'enchaîne sur l'intervention liminaire que j'avais faite, c'est pour ça que je pense que, honnêtement, y compris en termes, encore une fois, de desserrement du plafond de verre des ressources, je pense honnêtement, le fait d'avoir une démarche conjointe et coordonnée, pas forcément sur la politique énergétique. On connaît les contradictions de la politique énergétique. On sait que l'Europe de l'énergie est une tâche, est un mythe de Sisyphe. Je vous rappelle quand même que c'est la CK, c'est quand même fondateur de l'Europe, mais enfin que c'est aujourd'hui un mythe de Sisyphe compte tenu des contradictions qu'il y a dans les mix énergétiques des différents pays. Par contre, dans l'action sur la demande énergétique, dans l'action sur la rénovation énergétique des logements, dans l'action sur le prix du carbone, dans l'action, y compris, pourquoi pas, sur le développement d'un certain nombre d'énergies renouvelables rentables, je pense qu'à l'évidence, il y a des intérêts convergents entre les pays et que là, il y a une occasion unique, si on veut faire quelque chose, d'avoir un intérêt conjoint franco-allemand, avec évidemment tous les autres pays qui le voudraient, pour faire une coopération renforcée, massive sur ce sujet, et qui ne soit pas simplement, et c'est là où moi je critique l'Europe telle qu'elle est faite aujourd'hui, qui ne soit pas simplement de la réglementation, de la norme, avec un aspect d'incitation financière et budgétaire tout à fait limité et ridicule. Le plan Juncker est une caricature de ce point de vue de ce qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire concrètement d'annoncer un grand coup de pompe, un plan de relance qui en réalité n'a pratiquement aucune réalité concrète. Et donc là, je pense qu'il y a un enjeu. Admettons, et je terminerai là-dessus, que la situation politique dans les deux pays fait qu'on parle entre nous, mais que ça a bien peu de chances d'intervenir, en tout cas dans l'année qui vient, pour des raisons purement de conjoncture électorale, chacun étant dans sa logique électorale, et ça a bien peu de chances d'intervenir, et la plus grande probabilité, c'est qu'on continue comme avant. Et je terminerai par là. Je pense qu'en revanche, et ça je pense un certain nombre d'entre nous peuvent être d'accord autour de la table, aujourd'hui continuer comme avant, c'est aller droit dans le mur, ça je pense. Et c'est continuer à ce que les problèmes s'aggravent, à ce que, y compris les votes populistes augmentent dans l'Europe, avec les incertitudes majeures que ça peut représenter ensuite pour l'avenir. Bien, d'autres interventions, sinon on va passer la parole à la salle pour qui veut. Il n'y a pas d'autres... Oui, vous vouliez, Olivier Babot, pardon. Oui. Et après, c'est promis, on vous passe la parole. Voilà, avant les questions, peut-être juste de réflexion. On parlait donc de folie tout à l'heure, et puis récemment, on reparle d'Erasme, évidemment, de son éloge de la folie. Je crois que c'est Albert Einstein qui définissait le fou comme celui qui refait tout le temps la même chose en s'attendant à ce qu'un jour, la même cause produise un effet différent. Et c'est assez frappant, c'est qu'on a l'impression que nos hommes politiques sont frappés de ce type de folie, parce qu'on fait sans cesse les mêmes choses, et on a toujours l'impression qu'ils s'attendent à ce que ce coup-ci, ça marche. Le problème, c'est que ça ne marche jamais. Et je crois que des différentes interventions, il est bien ressorti que
il est fondamental que la légitimité politique aujourd'hui est ce qui mine probablement le plus profondément l'efficacité économique, même y compris en termes d'attente de la part des consommateurs et des citoyens. La deuxième réflexion très rapide, c'est qu'on n'a pas prononcé le mot de subsidiarité. Qu'on pourrait dire, c'est la notion du juste niveau, le juste niveau où on va pouvoir fixer la politique économique. Et finalement, un petit peu comme au niveau français, au niveau européen, on n'a probablement pas eu, malgré le fait que ce système, que ce mot est vraiment dès le début au cœur de la création européenne, en réalité, il n'y a pas eu une réflexion réellement approfondie et systématique sur cette notion de subsidiarité en matière économique. Qu'est-ce qu'on peut vraiment mieux faire au niveau des États? Et on parlait tout à l'heure dans la session d'avant du retour de la proximité, de la rôle du local en économie. L'Europe, probablement, un petit peu comme le fait notre millefeuille territorial, avec cette clause de multi-compétences, multiplie les actions probablement à différents niveaux, et ça entraîne probablement un gâchis et une absence d'efficacité. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Il y a un micro pour... Oui, le voilà. Là, et puis après, derrière. Bonjour, Thierry Veil, la Fabrique de l'Industrie, mais c'est à titre personnel, je voudrais réagir à ce qu'a dit Guillaume Enzo. Si j'ai bien compris, il nous a dit deux choses. Un, il faut relancer la dépense européenne. Deux, les fourmis allemandes n'ont aucune envie de payer pour les cigales grecques, italiennes ou françaises. Alors, est-ce qu'il n'y a pas des solutions d'obliger les Allemands à dépenser, soit en investissant dans les autoroutes ou dans la transition énergétique en Grèce et en Italie, soit en étant leader de la transition énergétique et en donnant l'exemple en investissant plus que les autres. Mais je veux dire, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de réaliste à construire à partir des deux contraintes que vous nous avez données? Mais je crois qu'il y a plein de choses réalistes à faire et pas seulement réalistes, c'est-à-dire pas seulement politiquement correctes. Ce qu'ils veulent les Allemands, c'est pas de transfert permanent. Il n'y a pas que les trucs ne tournent pas dans un trou sans fin. Bon. Alors, il y a quand même énormément de trucs à faire au niveau européen. Les infrastructures, enfin, on a déjà commencé avec le plan Juncker. Restructurer les banques italiennes, c'est pour permettre qu'il se passe la même chose que ce qui s'est passé en Espagne. Il y a quand même beaucoup d'emplois qui ont été créés en Espagne depuis que les banques recommencent à prêter en Espagne. En Italie, c'est bloqué. C'est bloqué parce que les banques sont bloquées. Donc, il y a sûrement quelque chose à faire là. Restructurer la fonction publique italienne, restructurer la fonction publique locale française, c'est-à-dire permettre de faire les restructurations, les plans de départ volontaires que la situation appelle. C'est pas forcément qu'il faut faire de la dépense. Il y a des dépenses qui permettent de faire ensuite, 2 ans ou 3 ans plus tard, des économies. Toutes les entreprises le savent. C'est des investissements en développement, en restructuration, en productivité. Tout ça, c'est des choses qui ne sont pas du domaine du transfert permanent. Je suis un peu plus réticent sur... il y avait une des propositions qui était l'assurance chômage européenne. Parce que l'assurance chômage européenne, vue du point de vue allemand, c'est les Allemands vont payer indéfiniment pour les chômeurs. Donc c'est un truc, ça ressemble à un transfert permanent. Puis par ailleurs, du point de vue français, c'est pas une très bonne affaire, puisque nous, on contribuerait au prorata de notre PIB par tête, c'est-à-dire on contribuerait plus que les autres et on bénéficierait au prorata de notre taux de chômage qui est simplement moyen. Donc c'est un truc qui dégraderait notre solde. Donc je pense que de façon purement nationale, on n'a pas intérêt à plutôt promouvoir ça qu'autre chose. Il y avait une autre question derrière. Voilà, vous avez le micro. Oui, et bonjour. Après, ce sera... Alors, Anna Bointin, économiste Europe, au sein de l'assureur crédit l'ARMES. Je ne sais pas si vous connaissez, ça fait partie d'Allianz. Alors, j'ai deux questions. Une question plus à court terme. Est-ce que vous pensez que la politique de la BCE est effective? Ou à quel point elle est effective aujourd'hui? Est-ce que vous l'avez bien pointé du doigt? Ce n'est pas une politique de demande et c'est ce qui manque malheureusement en Europe aujourd'hui, même si la baisse des prix du pétrole a donné un peu de souffle. Et deuxième question, plus long terme, quel rôle aura l'Europe à long terme par rapport à la Chine et aux États-Unis? Dans le sens où est-ce qu'on va pouvoir garder des avantages comparatifs et comment?
au-delà de l'effet taille, parce qu'évidemment l'Europe c'est un bloc important par sa taille, mais est-ce qu'on va y arriver? Qu'est-ce qu'on devrait faire à long terme? Parce que vous l'avez encore une fois bien pointé du doigt, les gains de productivité sont très faibles, on est dans une période déflationniste. Bon, si, c'est pas des questions exhaustives que j'attends, puisque je sais que c'est compliqué, mais au moins quelques éclaircissements. Merci. Qui veut répondre? Je peux répondre sur la première question, la Banque Centrale Européenne, peut-être juste pour dire que, alors il y a un débat, est-ce que ce serait pire si elle n'avait pas fait ça? La plupart, il y a un consensus quand même, qui est que ce serait pire si elle n'avait pas fait ça. Et il y a une chose qui est quand même apportée au crédit de la Banque Centrale très très nettement, c'est que vous avez sur les entreprises, sur les États, vous avez une convergence des spreads, très largement sa politique. Sauf le Portugal qui a un petit peu décalé parce qu'elle a des limites à l'acquisition et qu'elle a quote-part de dette qu'elle acquiert. Bon, mais depuis qu'elle a décidé de faire des entreprises, vous avez aussi, et ça c'est très très important pour l'Union monétaire, vous avez une convergence des spreads du Nord et du Sud. C'est-à-dire qu'à qualité de crédit, enfin vous le savez mieux que personne, c'est que là vous êtes, mais à qualité de crédit égale, c'est plus, l'adresse n'est plus déterminante. Ça, c'est absolument essentiel. Je crois qu'on doit fondamentalement ça aux 18 derniers mois de la politique de la Banque Centrale Européenne. Donc on doit que l'euro soit encore en place. Pour les entreprises et moyennes aussi, il semble que maintenant, celle du Sud se finance à peu près comme celle du Nord. En moyenne, alors que ce n'était pas du tout le cas il y a 2 ans. Il y avait une autre question de Vincent Charlet, vous vouliez répondre peut-être? Vincent Charlet ou François Benamou, dans l'ordre que vous voulez, vous êtes voisins. Oui. Sur le numérique, il y a une nécessité d'Europe. C'est pas seulement d'ailleurs une question de taille critique, c'est aussi une question de rapports différents au savoir, etc. Mais il y a des questions absolument essentielles. C'est-à-dire qu'il faut absolument que l'Europe construise une industrie du cloud qui soit suffisamment forte pour que la question du stockage des données soit pour partie seulement résolue et qu'on puisse relocaliser une partie des données en Europe. Par exemple, pour donner un exemple, il y en a plein d'autres, ce qu'on appelle la souveraineté européenne, plus généralement, c'est l'Europe qui est en jeu, c'est pas nécessairement l'Europe des 27 ou des ex-28, ça peut être une Europe plus large ou moins large, d'ailleurs sur certains sujets où on se réunit à 35, mais il faut absolument une Europe, et ça c'est quelque chose qui se construit depuis aujourd'hui et dans le long terme. J'ai donné l'exemple du cloud, mais il y a plein d'autres exemples sur l'Internet des objets, etc. Enfin, vraiment, on a des sujets sur lesquels... Et puis en plus, on a énormément de talents, on a des gens extrêmement forts, on les voit partir. Donc là, il y a un sujet, et c'est pas seulement par rapport aux États-Unis. Tout à l'heure, j'évoquais la montée en puissance de la Chine, qui a aujourd'hui des entreprises du numérique extrêmement solides, extrêmement compétentes, et qui aujourd'hui a des ingénieurs, elle n'a pas besoin d'aller piquer des savoir-faire, elle les a aujourd'hui. Vincent Charlet. Oui, sur les positionnements respectifs de l'UE, USA et Chine, dans les dernières projections de très long terme que j'ai lues, moi, a priori, d'un point de vue strictement démographique, et ça semble être quand même le facteur qui pèse le plus fort à l'échelle séculaire, c'est très très net. On passe d'une position équilibrée États-Unis, UE, Chine, à une position franchement hiérarchisée, Chine, puis États-Unis, puis UE. Donc les mécanismes naturels, si j'ose dire, sont enclenchés et la trajectoire, elle est balistique. Donc ce qui nous amène, la seule opportunité de dévier un peu cette trajectoire balistique, ça nous ramène à la question des gains de productivité et au défi pour l'Union européenne qui se trouve paradoxalement à la frontière technologique, à l'inverse de la Chine, mais à l'identique des États-Unis, et qui serait la seule bizarrement frappée par cette malédiction qui veut que quand on est à la frontière technologique, on peine à dégager des gains de productivité, alors que les États-Unis, eux, réussissent quand même à en dégager. Donc il faut réussir à passer ce cap-là, vu de l'industrie, vu des entreprises. Ça s'appelle aujourd'hui, selon les termes à la mode, l'industrie du futur, l'industrie 4.0, c'est-à-dire en fait l'irruption des technologies numériques. Certains parlent même d'une 4e révolution industrielle dans les processus de production, c'est-à-dire les usines, les services associés, la relation client, etc. etc.
avec des effets positifs attendus sur la gestion des ressources. Mais tout reste à faire dans le domaine. On a à peu près une vision claire de là où on veut aller. Maintenant, il faut y aller. Et ça peut être d'ailleurs un motif pour investissement ponctuel et jugé pertinent. Merci. Encore une question. Quand vous parlez de dépenses orientées, exceptionnelles et politiquement orientées, avec une instance ad hoc, c'est ça le cœur du problème, parce qu'on a l'impression que les Français, souvent, avec un côté rhétorique, plutôt veulent une Europe forte, avec des institutions faibles pour garder la main. Et donc, ils ne veulent pas cette instance qui oriente politiquement les investissements. Voilà. Ensuite, même quand on propose pour la défense, au nom d'une défense commune, qui serait d'un intérêt bien compris, un surplus de défense, mais si c'est pour guider la politique de défense en France, les Allemands ne seront pas d'accord non plus. Hein. Ensuite, dans les négociations dès 2012 et de 2013 pour sortir les investissements du calcul des déficits, il y avait un jeu de dupes, c'est-à-dire les uns voulant n'en sortir aucun, les autres voulant laisser le flou pour les sortir à peu près tous. Et donc, ça a encore échoué. Et même en gage de réforme structurelle, où en est-on? Pratiquement nulle part, il n'y en a aucune d'aboutie. Hein. Bon, reprenons cette histoire de flexibilité. On peut, même sans aller à la flexibilité, parlons de flexi-sécurité. Mais elle marche sur plusieurs jambes. Et notamment, il y a la réforme de la formation professionnelle. Elle n'est pas engagée. Là, on aurait pu avoir plusieurs jambes. La formation d'abord. Ensuite, la sécurisation des indemnisations au chômage et la question de l'équilibre de l'UNEDIC. Et ensuite, la flexibilité du droit du travail. On aurait eu une réforme équilibrée sur un agenda qui n'attendait pas la fin, avec plus aucune légitimité politique, quoi. Donc je pense qu'on est vraiment là au cœur des impasses dans la relation franco-allemande. Et ça ne va pas se résoudre à l'abord des élections. Manifestement, il va falloir attendre que de part et d'autre, de chaque rive du Rhin, il y ait une stabilité à nouveau qui s'instaure. Guillaume Azzo, vous voulez répondre là-dessus ou... Moi, je suis d'accord avec l'essentiel de ce qu'il y a. L'accord entre les Français et les Allemands, c'est que les Français veulent que les Allemands dépensent leurs excédents et les Allemands veulent que les Français fassent des réformes structurelles. Et que les Allemands dépensent leurs excédents, c'est bon pour eux. Que les Français fassent des réformes structurelles, c'est bon pour eux. C'est bon pour les Français. Donc il y a un moment où il faut juste s'y mettre. La seule chose où je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, c'est que les Français, quand même, ont rarement fait dans l'histoire des réformes structurelles. Finalement, il n'y en a pas eu beaucoup depuis... Ils font souvent des plans de rigueur, mais des réformes structurelles, il n'y en a pas eu en démocratie depuis le Second Empire. Et on pourrait même défendre l'idée que ce sont ces 5 dernières années qu'on en a fait le plus, des réformes structurelles. Hein. Donc les réformes structurelles, c'est aller un peu plus vite que ce qui a été fait ces 5 dernières années et ne surtout pas faire ce qui a été fait les 15 précédentes. Jérôme Guibert. Moi aussi, je suis largement d'accord avec ce que vous avez dit. La question du déficit, par exemple, c'est clair que tant qu'on continue à financer des dépenses courantes par du déficit et par de l'endettement, ce qui est quand même encore la réalité, la question de savoir s'il faut que l'investissement soit mis en dehors du déficit, etc., est assez surréaliste. Hein. Et donc, voilà, il y a en effet là une question. Mais c'est pour ça que moi, mais ça, bon, voilà, chaque pays dans sa situation. Je pense néanmoins qu'il y a, encore une fois, possibilité de convergence d'intérêts sur certains points. C'était un peu ce que je voulais dire. Et que c'est là-dessus qu'il faut travailler. Vincent Charlet, vous vouliez ajouter un mot? Une réaction personnelle. Mais, je suis d'accord avec votre point technique sur les besoins de formation, de réformer l'appareil de formation professionnelle en France. Simplement, avec un pas de recul, il y a effectivement des points de dissension ou de blocage parce que les peuples français, allemands ou d'autres ne voient pas les choses de la même manière. Au bout d'un moment, quand même, il y a un job qui s'appelle homme politique ou femme politique qui consiste à créer des accords et à dépasser les points de blocage. Si on avait gouverné par référendum et en suivant simplement les points d'accord et désaccords des populations, on en serait encore, je ne parle même pas de la peine de mort, mais on n'aurait même pas réconcilié le peuple français et le peuple allemand. Donc, au bout d'un moment, il y a un boulot à faire, c'est de dépasser le stade actuel. Et il me semble que l'actualité des 15 derniers jours montre qu'il y a des outils qui marchent et puis d'autres qui nous font reculer. Il est quand même difficile de s'asseoir sur les votes successifs des uns des autres. On l'a déjà fait d'ailleurs. Une question au deuxième rang, oui. Oui, bonjour, Damien Bourreau. J'interviens dans le secteur de l'énergie renouvelable. Je voulais revenir sur des sujets peut-être plus industriels. J'ai entendu des choses qui m'ont un peu surpris sur trop de standardisation, mais pas assez d'harmonisation. Je ne comprends pas très bien ce qu'on veut dire. C'est sûr que quand
Le travail de standardisation porte sur la définition du vin rosé. C'est peut-être pas vraiment un sujet clé. Mais s'il s'agit de standardiser des prises pour la recharge de véhicules électriques, je pense que ça a plus d'intérêt. Donc on voit bien qu'il y a un rôle très, très important des pouvoirs publics et donc de l'Europe d'orienter les travaux de normalisation. Et puis, je voudrais aussi reprendre là des objectifs là, qui ont été esquissés par Géraud Guibert. Est-ce qu'il n'y a pas des investissements très importants à faire dans le domaine de l'économie des ressources énergétiques fossiles, dans les économies de matière, dans l'utilisation des produits, donc recyclage Moi, je suis d'accord et je pense plus généralement, je vais préciser un peu les choses, je pense plus généralement que les nouvelles formes économiques, économie circulaire, économie de proximité, économie de fonctionnalité, économie collaborative, dans une certaine conception de cette économie collaborative. Mais c'est évidemment, on voit bien les germes d'une transformation extrêmement profonde des systèmes économiques et qui fait qu'on de plus en plus, on ne pourra pas raisonner comme avant sur un certain nombre de sujets. Et je pense qu'en particulier, en ce qui concerne la proximité, le message des électeurs, quand même, régulier, permanent depuis plusieurs années, c'est l'importance qu'ils attachent à la proximité. Quoi qu'on en dise. Et au contraire, la défiance de plus en plus grande qu'ils ont devant les institutions en fonction du caractère lointain qu'elles ont. Bon. Et ça recouvre une logique qui se met de plus en plus en place de la priorité donnée à, y compris les transactions de proximité, l'économie de proximité, qui est une nouvelle façon de créer de la richesse et qui sort d'une certaine façon d'une économie marchande classique. On pourrait, je n'ai pas le temps là, mais enfin c'est tout à fait passionnant et on pourrait en parler très longuement. Et je pense que ces nouvelles formes économiques, les pays qui auront pris de l'avance sur ces sujets, qui auront saisi la logique de ces sujets, qui les auront encadrés de la bonne façon pour qu'elles se développent, eh bien, je pense, dans la compétition économique des 10 ou 20 prochaines années, auront évidemment un avantage. Nous, c'est la Fabrique écologique, on travaille beaucoup sur ces sujets, et on pense que c'est vraiment une voie d'avenir absolument essentielle pour l'économie française, l'économie européenne. Alors, il y a un certain nombre de choses qui sont faites au niveau de l'Europe, hein, il y a des directives, etc. Bon, c'est parfois inégal, c'est parfois... Et alors surtout, voilà, il manque bien souvent, au-delà, encore une fois, de la réglementation, que je juge utile, mais au-delà de la réglementation, il manque souvent la politique à mener. Au sens, quand on mène une politique, on met aussi de l'argent, on met aussi une volonté, et ça, c'est souvent, malheureusement, insuffisant. Est-ce qu'il y a d'autres questions là? Oui, il y en a une par là. Merci. Moi, j'ai assisté aux 2 sessions. Il y a un sujet qui n'a pas été abordé, c'est le budget de l'Europe, donc les fameux 1% du PIB européen. Et donc, j'ai l'impression qu'il y a un peu une décorrélation entre ce qu'on attend de l'Europe et les moyens qu'on lui donne. Donc c'était juste ma question par rapport au budget européen qui n'a pas été abordé durant ces 2 sessions. Qui veut parler du budget européen? Françoise? Pardon. Oui. Oui, d'accord. Emmanuel d'abord, parce qu'il n'a pas encore intervenu en réponse. Oui, sur le budget de l'Union européenne. Le problème, c'est que c'est un budget qui est effectivement, comme vous l'avez dit, de faible ampleur par rapport à des États souverains.
c'est 1% du PIB. Et surtout, il n'y a pas de ressources propres et d'autonomie de ce budget. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de pouvoir en face qui a la capacité de lever un impôt, de s'endetter, et donc de mener des politiques publiques, que ce soit des politiques d'investissement, de transfert, etc. C'est toujours un jeu de négociation entre États membres sur les contributions relatives. Et du coup, c'est ce qui du coup explique la faiblesse politique et d'intervention de ce budget. Mais est-ce que c'est politiquement vendable maintenant, dans la situation politique dans laquelle on est au niveau européen, de dire qu'il faudrait un budget européen plus élevé comment ça peut se faire? Peut-être juste, c'est vraiment ce que j'essaie d'expliquer et qui a été aussi évoqué dans les échanges avec la salle, c'est qu'il y a de nouveau un contrat de confiance à rétablir entre partenaires qui, pour l'instant, font un dialogue de sourds. Les Français disant solidarité et les Allemands disant discipline. Et donc, il y a un moment, il va falloir trouver un nouveau contrat social avec à la fois de la solidarité et de la discipline. Et la discipline sera indispensable pour arracher aux Allemands une forme de mutualisation. Mais il faudra que de toute façon, ça s'incarne dans des politiques visibles pour les gens, qui aient du sens, et qui aient du sens à se faire au niveau européen. Donc typiquement, par exemple, certaines politiques d'investissement ou régaliennes. Voilà, moi, je vais être un peu brutal. Je pense que non. Ce n'est pas aujourd'hui vendable. D'ailleurs, il y a 90% de nos partenaires qui n'en veulent pas. Oui. Par contre, il y a des possibilités, je pense, réelles, qui existent. Par exemple, je donne un exemple. Si un certain nombre de pays se disaient « enfin, on va faire marcher, c'est le cas de le dire, le marché du carbone. Et on va faire que le prix soit correct. Et l'argent que du coup on va récupérer et qu'on ne récupère pas, on va s'en servir pour la transition énergétique. » Voilà une formule qui, je pense, pourrait, mais ça exige en effet qu'on accepte que, en particulier, un certain nombre de pays d'Europe centrale et orientale qui, en réalité, ne veulent pas de ce marché, qui ont un nombre de quotas gratuits très important, avec un marché qui aboutit à des prix du carbone extrêmement faibles, eh bien, en effet, ça exige en effet qu'on prenne des initiatives politiques pour qu'il y ait une vraie coopération renforcée entre ceux qui veulent vraiment faire, c'est le cas de le dire, marcher ce marché du carbone, et qui veulent ensuite en utiliser l'argent qui en sera sorti. Merci. Pierre-Xavier Prieto. Ah, il y avait quand même une dernière question. Vous me permettez une dernière question de la salle ou pas, Pierre? Oui. Pierre-Xavier, oui. Une dernière. Pierre-Xavier Prieto, après, tirera les conclusions de ces deux sessions. Tu auras quelques mots. Oui, Patrice Robin. Ma question concerne la zone euro et l'euro en particulier. Est-ce que pour vous, la position de l'euro est parfaitement établie? J'ai cru comprendre que dans certains pays d'Europe, il y avait un débat sur l'euro. Et deuxième question, est-ce que l'euro n'a pas contribué à la désindustrialisation de la France? Par exemple, pour certains, on peut considérer qu'ils se sont sentis plus riches avec l'euro en France. Il suffit de regarder le nombre de berlines allemandes. Et pour d'autres, peut-être ça a été l'inverse, ça a abouti peut-être au chômage. Vincent? Très rapidement. Non, je crois vraiment que la monnaie unique est jouée sur la désindustrialisation française. Il y a principalement trois causes qui sont mais vraies dans tous les pays développés. Un, les gains de productivité. Ce qui n'a rien de gravissime. Deux, des transferts d'activité, c'est-à-dire que celui qui assurait les repas, qui était employé chez Renault, est maintenant employé chez Accor et assure les mêmes repas. Il a juste changé de catégorie statistique. Ça non plus, c'est pas grave. Et troisièmement, une perte de compétitivité. Et là, c'est un sujet problématique. L'euro n'intervient pas dans tout ça. Ça a peut-être, on va dire, étendu la zone de marché au sein de laquelle la France doit définir sa compétitivité, maintenir sa compétitivité. Ça l'a privé d'un instrument monétaire pour parfois l'ajuster un peu, mais enfin, c'est pas la cause principale de ce qu'on appelle des industrialisations. Et dernier point pour finir, de toute façon, l'essentiel, c'est surtout de se sortir de ces catégories-là qui, comment je dirais, correspondent de moins en moins à la réalité de terrain. Il y a des emplois exposés à la concurrence internationale, qu'ils soient manufacturiers ou tertiaires. Il y a des emplois qui sont abrités, qu'ils soient manufacturiers, c'est plus rare, ou tertiaires. Et c'est ça qui compte. C'est le maintien de ce socle-là. C'est lui qui construit les gains de productivité et c'est lui qui obtient les gains à l'export.
Guillaume Anzo, vraiment en 30 secondes. Oui, c'était pas mieux avant tout le temps. Mais dans les années 90, je voudrais juste rappeler que la compétitivité de la France s'est améliorée. La France était à la fin des années 90, quand on est entré dans l'euro, à l'équilibre. L'Allemagne était en déficit. Et à ce moment-là, l'euro existait déjà et tout allait très bien. Il s'est passé deux choses. Il s'est passé que les Allemands ont très bien réussi. Il s'est passé que les États du Sud ont fait n'importe quoi. Et nous, il s'est passé deux trucs. D'abord qu'on s'est mis à réduire les impôts sans réduire les dépenses. Et ensuite qu'on s'est mis à consacrer l'intégralité des gains de productivité à réduire une durée légale du travail, ce que personne n'avait demandé. Bon. C'est les deux choses qui se sont produites et ces deux choses-là, elles ont énormément fait décaler notre compétitivité, pas autant que celle des pays du Sud, mais quand même beaucoup. Ça n'a rien à voir avec l'euro, quoi. Et la pérennité de l'euro Oula. On va il y aura une autre table ronde sur le sujet. On va les aller en discuter juste après, d'accord? Excusez-moi, je suis obligé de faire la discipline. Pierre-Xavier, quelques mots choisis et entendus dans ces deux sessions. Voilà. Moi, j'ai juste quelques mots-clés un peu qui résument un peu les débats. J'ai l'impression que les mots projet, valeur, besoin de sens et de légitimité qui reviennent souvent quand même à chaque fois, que ce soit dans les sessions politiques ou économiques. Les mots d'altérité, divergence, convergence, réalisme et proximité. Et enfin, la nécessité de refondation et de contrat social et la question de la responsabilité des politiques qui est clairement mis en jeu à chaque fois. Moi, je veux rappeler le sondage qui est sorti ce matin dans le Lacroix, qui rappelle que les Français sont très attachés à l'Union européenne et que ce chiffre est en hausse depuis 2 ans. Et donc, il y a des raisons d'y croire encore. L'Europe, il y a une solution pour l'Europe, mais l'Europe est aussi la solution pour nos problèmes. Je remercie tout le monde, toutes les organisations qui étaient présentes cet après-midi. Les Voix de l'économie, c'est un cycle qui dure depuis début 2015 et qui va continuer pour des débats publics jusqu'à la présidentielle de 2017. Donc il y aura les prochains débats qui auront lieu en public et les vidéos, bien sûr, à retrouver sur Internet, bien sûr, tout au long des prochains mois. Merci à vous.